Bonjour à tous. Donc tous ceux qui me connaissent savent que je ne sais pas parler rapidement. Donc je vais essayer quand même de tenir à peu près le timing qui m'a été donné. On m'a demandé de faire deux choses. De vous présenter le bilan de 10 années de travail au sein de ProSilva, parmi les 28 qui ont constitué la vie de cette association pour l'instant, et de synthétiser pour vous certains résultats transversaux à l'analyse de 5 forêts qui sont dites références pour nous, dont vous avez normalement tous les 5 fiches à l'intérieur du document. Donc, ProSilva France, c'est une petite association, il faut l'assumer comme tout le reste. Nous sommes entre 200 et 300, bientôt 400, et peut-être un jour 500 ou 1000 ou 2000 ou 5000, j'en sais rien, mais aujourd'hui on est 300 ou 400. Et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, la progression est lente mais progressive sur les dernières années. Ça, c'est intéressant. Nous sommes un noyau dur de praticiens du traitement irrégulier. Quasiment 3/4 des adhérents de cette année, mais des années précédentes aussi, sont soit des propriétaires forestiers chez qui la chose est mise en œuvre concrètement, soit carrément des professionnels de la gestion forestière, un noyau dur d'une centaine, un peu moins d'une centaine de professionnels dans forêt privée, et puis des agents de l'ONF à titre privé qui sont adhérents parce que dans les forêts dont ils sont mandatés pour gérer, ils font des choses comme ça. Ça, c'est quasiment 3/4 de notre noyau dur. Donc c'est vraiment une association qui a une sphère technique importante basée sur l'échange. Par ailleurs, nous sommes, comme vous le savez, organisés en groupes régionaux. Donc nos 13 régions de France, nous on les a créées en 89. C'est pas exactement les mêmes que celles d'aujourd'hui, mais animées depuis 90, pardon, par les bénévoles qui sont quasiment tous des professionnels de la gestion forestière. C'est ce qui fait certainement, d'après moi, une grande plus-value du réseau. Et puis le leitmotiv de tout ce qu'on fait, c'est tout simplement d'essayer de savoir, de comprendre, de connaître un peu mieux ce qui se passe, de savoir-faire aussi, de mettre en avant les savoir-faire des gestionnaires qui œuvrent pour la plupart un peu dans l'ombre depuis des décennies, et tant qu'on peut, de faire savoir ce qui se passe en matière de traitement irrégulier et continu, un peu contre vents et marées pour les précurseurs. Aujourd'hui, nous, on a un certain nombre de choses dans le dos, et puis un certain nombre de choses en face de nous. Donc pour faire tout ça, on essaye de publier des documents que vous avez pour certains déjà vus. La lettre de ProSilva France, donc depuis 90, il y en a 73 qui ont été publiées à destination de nos adhérents, et dans les 10 dernières années, il y en a eu 40. Donc il y a eu une accélération de la publication. C'est un document qui est souvent visité pour des archives, parce qu'on met là-dedans l'intégralité des comptes rendus de groupes régionaux, d'assemblées générales, de séminaires, de voyages d'études, etc. Donc c'est intéressant d'archiver ça sous forme de lettres. La newsletter qui, elle, apparaît quand on a des choses qui nous semblent intéressantes à indiquer, et qui, elle, est diffusée en plus grand nombre à 3000 personnes par mail, quand les mails fonctionnent. Par ailleurs, on a, grâce au soutien du ministère de l'écologie à l'époque, en 2012-2013, réalisé et diffusé des brochures que vous avez peut-être déjà vues ou lues. Il y en a une de 6 pages qui s'appelle Valoriser la forêt, qui est un peu moins technique, un peu plus destinée au grand public, et une de 12 pages qui s'appelle Gérer la forêt. Tout ça, c'est disponible. On les a diffusés à 6000 exemplaires un peu partout en France, où on pouvait, mais on en a encore pas mal. Et puis, on participe plus humblement, sous forme de relecture, à la rédaction et donc la relecture, la finalisation de documents qui sont un peu des références techniques. Le document de Brice et de Max de 2005, la futée irrégulière, qui est en cours de réédition. Le document de l'association Futée Irrégulière, daté de 2009, dont vous avez des rééditions récentes qui ont été fournies par Julien Tomasini aujourd'hui même, qui sont en vente. Et le document de référence de nos collègues wallons, pour lequel on a un peu travaillé aussi en relecture, qui est d'après moi un des documents les mieux rédigés du point de vue pédagogique, en ce moment sur le marché, si j'ose dire, du livre technique, qui est disponible auprès de nos collègues de Forêt Wallonne. Et pour ce qui nous concerne, on a mis quasiment tout. On a tout mis sur le site de ProSilva France, qui va être bientôt refait quand j'aurai le temps de m'en occuper. Tout ça, on essaye de le valoriser au travers d'un certain nombre d'événements. Vous avez là 10 ans d'arriérés de manifestations, d'événements. Donc nos assemblées générales, on essaie de répartir un peu partout en France si on peut, avec des visites de forêt pour tous ceux qui participent, vous le savez. 95 tournées de groupes régionaux. Dans nos 13 groupes régionaux, on fait 95 tournées depuis 2008, en tout cas celles que j'ai pu recenser moi. 34 journées issues de notre convention avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, depuis 2012. Donc ça, c'est une convention très importante pour nous. 29 formations pour les professionnels de la gestion forestière, que nous avons bâties avec Alain Givor, entre autres, à l'époque, sous 4 modules: initiation, martelage, outils de suivi et travaux sylvicoles. Donc depuis 2011, on en a fait 29.
Et depuis 2011, mais plus particulièrement depuis 2014, on est sollicité aussi à la carte, à la demande, par l'ONF parfois, par les CRPF, par des parcs naturels régionaux, pour répondre à une problématique de formation spécifique à un territoire donné. Souvent, c'est une entrée par essence. Donc on en a fait 17 depuis 2014. Il y en avait une avant. Et il y a un peu des zones, voilà, il y a des endroits de France où dans les 10 dernières années, on n'a pas fait grand-chose. Et il va falloir que je m'y attelle avec les animateurs régionaux. Il y a un cercle dans ma propre région, donc vous voyez que je ne suis pas forcément le cas de figure parfait. Mais enfin, il faut qu'on y travaille sur ces zones-là. Dans les 10 dernières années, il y a eu des choses importantes qui se sont passées. La convention avec le ministère de l'écologie, ça démarre en 2011. C'est quelque chose de structurant pour nous, d'après moi. Moi, je suis là depuis 2011. On a fait, dès mon arrivée, le travail sur les gros bois et les très gros bois. Le rapport, l'actualisation d'un rapport qui existait déjà, il faut le signaler, qui est un document qui a circulé un peu dans les milieux autorisés, comme on dit. Et à partir de là, on a décliné un certain nombre de documents de communication. Les posters que vous avez vus ont été financés par le ministère de l'écologie à l'époque, les brochures aussi, et ces fameuses journées dans lesquelles on intervient auprès des écoles forestières, BTS et Bac Pro, quand elles veulent bien nous ouvrir leurs portes, auprès des parcs naturels régionaux notamment, et puis auprès des intercommunalités quand c'est possible. En 2013, malheureusement, on a perdu Brice de Turckheim en janvier, mais comme un clin d'œil du destin, dans la même année, quelques mois plus tard, même quelques semaines, on a été reconnu d'utilité publique, ce qui est quand même clairement un petit miracle pour une association de 300 personnes. Donc ça veut bien dire que quand même, au-delà de ces 300 personnes qui travaillent, il y a la reconnaissance de tout l'arriéré du travail. Voilà. Ça ne nous amène rien pour l'instant du point de vue financier. Par contre, on est fiers de nous. Et puis, quand même, mine de rien, vis-à-vis des institutionnels, vis-à-vis d'un certain nombre de personnes, cette reconnaissance, elle fait du bien à tout le monde. Dans les dernières années, les choses se sont un peu accélérées, puisqu'on a été sollicité plus en local grâce, entre autres, à l'intervention d'Évrard, mais aussi de la région Grand Est, pour travailler sur 2 thématiques qui vous seront présentées tout à l'heure, les douglas et les zones humides. Donc j'y reviens pas plus que ça. On a signé enfin une convention cadre avec l'ONF, qui est membre de notre conseil d'administration depuis 2003, pour travailler en particulier à la construction et à la co-animation de formation, essentiellement orientées vers leurs propres besoins en interne. On a monté 2 forêts irrégulières écoles, FIE, qui sont des lieux de ressources pédagogiques en Cévennes, l'une en Cévennes, au massif du Bougès, et l'autre à Aubry, dans un massif public de la Haute-Marne. Donc c'est en cours de travail, si vous voulez on vous donnera plus de détails. On a désormais aussi un travail engagé avec un réseau de parcs naturels régionaux dans le massif central, parcs naturels régionaux et le parc national des Cévennes, pour lequel on va normalement faire un certain nombre de formations pour les gestionnaires du coin. On a un nouveau logo, pour ceux d'entre vous qui étaient là avant, ben, vous avez vu qu'on a homogénéisé notre logo en 2017 avec ceux de nos collègues de l'Europe, c'est important. Et on a eu une convention pendant 2 ans avec le ministère de l'Agriculture, dont je vais vous parler plus en détail, qui nous a permis de réaliser les fiches sur les forêts références, qui sont elles-mêmes issues d'un travail beaucoup plus conséquent, qui a été anonymisé, c'est pour ça qu'on ne peut pas vous le transmettre. Et on a réussi sur l'année et demie qui nous restait, puisqu'on devait faire 3 années, puis on a finalement eu que 2 années de budget. Donc avec ce qu'on nous a octroyé comme budget, on a quand même réussi à travailler sur le thème de l'exploitation forestière, parce que c'est quelque chose qui est important, qui revient, la contradiction théorique entre ce qu'on raconte et la mécanisation entre autres, c'est complètement faux sur le terrain et c'est complètement vrai dans l'idéologie d'un certain nombre de gens. Donc on a essayé de travailler sur ce thème-là, on n'a pas eu le temps de tout finir, et de reprendre aussi la notion de transformation des gros bois. Donc ça c'est un travail encore à faire. Voilà pour les 10 ans brossés hyper rapidement. Si j'en viens maintenant à l'étude sur les forêts références, à l'époque on a sollicité ce travail et on a obtenu un peu d'argent pour y travailler. On avait en tête de compiler et de traiter des données qui existaient dans certaines forêts, qui sont travaillées comme ça depuis longtemps, mais qui n'avaient pas nécessairement été structurées et synthétisées. Donc on a rédigé, grâce à Agnès Villa entre autres, coordonné par Eric, par Évrard, un peu moi, un livret par forêt, un document un peu plus épais de 20 à 40 pages, qui traite toutes les données d'andrométrie, sylvicole, économique, etc., et écologique quand il y en a, pour ces forêts-là. On a eu envie aussi, plus humainement si j'ose dire, de mettre en avant le savoir-faire et le travail des propriétaires et des gestionnaires, qui travaillent comme ça depuis des décennies pour certains, sans qu'ils aient jamais rien sollicité ni demandé, alors que nous on voyait bien que le travail était en train de payer sur le terrain. Et puis tant qu'à faire, on a essayé de faire savoir ce qui se faisait, en présentant ça sur une forme plus vulgarisée, ça c'est un travail que j'ai fait plus en détail,
sous la forme des fiches techniques qui sont distribuées ici gratuitement, dont on a encore des exemplaires et qui sont disponibles sur Internet. La difficulté avec un CRT, évidemment, c'est de choisir des sites. On avait décidé d'en faire 5, il fallait des forêts entières pour faire non pas un doublon, mais une complémentarité avec le travail de l'association Futaies Régulières. Vous savez tous plus ou moins que l'association Futaies Régulières travaille à l'échelle de parcelles. Nous, on avait voulu travailler à l'échelle d'entités foncières pour pouvoir décortiquer les comptes d'exploitation de ces forêts, de ces entreprises. Il fallait évidemment une antériorité de la gestion de Prociva, c'est logique. On avait placé le minimum à 20 ans. Et il fallait, et ça a été, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, la chose la plus compliquée, des inventaires anciens, suffisamment fiables, complets, comparables, pour pouvoir en feedback avoir l'évolution du capital. Ça évidemment, c'est ça qui a posé problème, parce qu'il y a plein de forêts qui sont traitées merveilleusement depuis des décennies, notamment dans l'ouest de la France, oui Jean-Michel, mais qui n'ont pas d'inventaire. Et du coup, on n'a pas pu aller regarder en détail ces forêts-là. C'est bien dommage parce que sur le terrain, il y a des choses merveilleuses, mais on ne pouvait juste pas avoir un T0 pour vous ramener à ce T0. C'est dommage, mais il y a des choses merveilleuses. Et pour le coup, il fallait un suivi économique précis aussi, y compris dans les chablis. Parfois, j'oublie un petit peu dans le suivi, sur qu'est-ce qu'on a vendu, combien, etc. Voilà. Donc les 5 premiers forêts références qui ont été retenues, il y en a 3 en Bourgogne-Franche-Comté, 2 dans le Grand Est, 4 forêts privées, 1 forêt publique. Des forêts de 70 à 6 000 hectares, excusez-moi, c'est pas 8 000, c'est 6 000. Il y a 8 000 hectares d'antiquité foncière, mais 6 000 traitements irréguliers d'anciennes TSF, plutôt des grandes forêts. On a essayé d'être diversifié dans les substrats, des grès, des karsts, des sols acides mudromorphes, des sols bruns capsicoles, d'être aussi caractéristique dans les essences principales, bon, chêne, hêtre, sapin, épicéa, il y a un peu de glace là-dedans aussi, pin sylvestre. Prendre de la plaine, prendre de la montagne. Et surtout, moi d'après moi c'est le plus important, être varié dans les historiques. Des anciens TSF mélangés de chêne et de hêtre, des forêts anciennement surexploitées, ça c'est très important aussi, c'est pas que la crème qu'on vous montre. Aujourd'hui c'est devenu la crème, mais il a fallu 50 ans de reconstitution du capital pour qu'on en arrive à vous présenter ces choses-là. Et ça c'est très important à savoir. Si on oublie le passé, ça ne sert à rien de discuter du présent et de l'avenir. On a quand même mis là-dedans une futaies jardinier traditionnelle, classique, du deuxième plateau du Jura français. Et on a pris aussi un exemple sur des plateaux calcaires d'une ancienne zone où le taillis était surabondant au départ. Parce que c'était une problématique importante de se dire comment on travaille dans des anciens TSF dont on a un peu raclé ce qu'il y avait à racler, et finalement on a beaucoup de taillis. Donc la gestion devait être engagée et suivie, c'est ça qui est plus compliqué. Depuis 84, on en a trouvé 2, 88, 94, 98. Donc on avait bien nos 20 ans. On a rendu les résultats anonymes pour pouvoir diffuser ce genre de fiches au plus grand nombre. C'est pour ça que je vous parlerai des forêts numéro 1, 2, 3, 4, 5. Et on a quand même rendu les livrets complets, évidemment, à notre commanditaire. Au final, ce que je vais essayer de faire, c'est non pas vous faire le résumé de chacune des fiches que vous lirez ce soir pour demain matin, bien sûr. C'est plutôt de vous donner une idée des résultats transversaux qui percolent de l'ensemble de ces forêts-là. Là, vous avez le schéma d'évolution du capital d'une futaies irrégulière, équilibrée, tout le monde comprend. La forêt elle pousse, on coupe, la forêt elle pousse, on coupe, la forêt elle pousse, on coupe, la forêt elle pousse, il y a une tempête, etc. Donc, un des grands principes de ce traitement irrégulier continu, c'est de définir et d'atteindre plus ou moins un certain équilibre qui nous permet, in fine, de prélever l'accroissement. Donc ça tord déjà l'idée, le coup à l'idée de ceux qui disent qu'on ne récolte pas de bois. À un moment donné à un autre, si toutes les forêts françaises étaient traitées en irrégulier et qu'elles étaient équilibrées, c'est 100% d'accroissement courant qu'on récolterait. Ce qui est aujourd'hui largement pas le cas. Ça serait plus qu'un doublement de la production de bois au niveau français. C'est de la théorie pure, mais c'est quand même important à ce que ça sonne. Au final, si votre forêt pousse de 4% en volume par an, ce qui est le cas de certaines forêts plutôt riches, vous arrivez en récoltant l'accroissement à récupérer 100% du capital initial tous les 25 ans, tout en maintenant sur pied une partie de ce capital-là. Si ça pousse de 2% par an, quelque chose d'un peu moins riche, ben c'est en 50 ans que ce capital-là tourne. On appelle ça le temps de rotation du capital quand on l'exprime en volume. Est-ce que ces grands principes-là trouvent des réponses dans les 5 forêts références qu'on a étudiées? Oui, pour une bonne partie. On s'aperçoit dans la première, par exemple, que le capital d'équilibre a été atteint et maintenu entre 160 et 200 m3 à l'hectare depuis une trentaine d'années, suivant les stations. La première forêt, c'est 4500 hectares, hein, donc il y a plusieurs niveaux de fertilité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout en maintenant ce capital à ce niveau d'équilibre, il a été prélevé depuis 1984 environ 200 m3 à l'hectare de bois sur cette forêt-là, en moyenne. Sur la forêt numéro 2, qui est un peu moins riche, on a une surface terrière d'équilibre à peu près stabilisée à 16 m² par hectare aujourd'hui.
Et en rythme de croisière actuel, après avoir sorti un peu du taillis et fait émerger des grumes, etc., on est à 41 ans de temps de rotation du capital en volume. La troisième forêt, c'est pareil. Depuis 30-35 ans, on a maintenu le capital à un niveau assez stable, entre 165 et 175 mètres cubes à l'hectare en moyenne. Et en rythme de croisière actuel, on est dans un temps de rotation du capital en volume de 33 ans. La quatrième forêt, qui était pourtant très appauvrie au démarrage, elle a été reconstituée jusqu'à un niveau d'à peu près 120 mètres cubes hectare, et désormais le temps de rotation est de 30 ans, en volume. Donc en valeur, c'est encore mieux, puisque vous comprenez qu'on améliore la valeur du capital au fur et à mesure. Et la cinquième forêt, qui est la futée jardinée du Jura, elle est stabilisée à peu près à 24 mètres carrés hectare depuis une trentaine d'années, et le temps de rotation du capital est encore inférieur, encore meilleur, à moins de 30 ans, en volume, et en valeur, c'est 20 ans. On ne vous l'a même pas affiché parce que c'est quasiment incroyable. Mais la réalité, c'est ça, dans les chiffres, c'est bien ce qui se passe, c'est 19 ans, en valeur. Le deuxième grand principe que je voulais illustrer, c'est celui-là, celui de l'amélioration de la valeur du capital. Au fur et à mesure qu'on avance dans la stabilisation autour de l'équilibre, on améliore quand même la proportion notamment de bois d'œuvre en choisissant les bons arbres. Ce graphique-là est exprimé en volume ou en surface carrière. Est-ce que ça trouve une réalité à l'analyse des forêts? On va le voir. Oui, parce que la première forêt, par exemple, tout en ayant prélevé 200 mètres cubes à l'hectare sur des parcelles qui ont été maintenues entre 160 et 200, la valeur de consommation de la forêt a augmenté de 40% en 30 ans. La valeur de consommation, c'est la valeur des bois qui sont aujourd'hui, c'est la valeur instantanée, la valeur commerciale instantanée, si j'ose dire. Je me ferai reprendre sur la sémantique par les collègues, mais globalement, vous avez compris ce que ça veut dire. Dans la deuxième forêt, c'est essentiellement du taillis qui a été prélevé. Donc pendant 15 à 20 ans, nos collègues ont travaillé essentiellement à la réduction de la proportion de taillis qui était bloquante pour la dynamique. Donc c'est le petit truc d'en bas, là, le bleu clair. Donc ça fait beaucoup, hein, ils ont prélevé pas mal de taillis, mais maintenant on va voir qu'il y a d'autres résultats intéressants. Dans la troisième forêt, ce schéma-là, il est illustré par la part de bois d'œuvre. Pendant un moment donné, la part de bois d'œuvre était minoritaire dans la récolte. Et depuis 10 ans, dans cette forêt, la part de bois d'œuvre est passée à 3 quarts de ce qu'on récolte. Ça veut dire que si on récolte 3 quarts de bois d'œuvre, c'est qu'il y en a au moins la même chose en capital sur pied, dans notre approche. On n'est pas en train de piller les parcelles. Et dans la forêt numéro 5, eh bien on est dans l'exemple qu'a donné M. Schütz tout à l'heure, on est à 90% de bois d'œuvre dans les récoltes depuis 20 ans minimum. Et c'est la même chose dans le capital. Deuxième grand principe que je voulais illustrer avec vous, c'est celui de la concentration progressive du bois dans les bois de qualité et dans les bois de dimension commercialisable. Vous comprenez ce schéma, j'imagine. Est-ce qu'il trouve une réalité dans l'analyse des forêts références? Eh bien oui, puisque dans les forêts numéro 1 et numéro 3, par exemple, plus de 80% du volume est concentré dans les bois moyens et les gros bois, donc des bois qui sont immédiatement mobilisables si on en a besoin ou pas. Et par contre, dans la forêt numéro 3, c'est 42% du nombre de tiges, ces choses-là. Donc ce n'est pas la majorité du nombre de tiges, c'est largement la majorité du capital sur pied. L'intérêt dans la première forêt, c'est que 50% en plus de ces gros bois sont aujourd'hui de qualité AB. Donc il y a tout un travail qui a été fait pour améliorer la valeur de ces gros. Dans la deuxième forêt, qui était plus pauvre au démarrage, je vous rappelle, parce qu'ils ont essentiellement levé du taillis, en même temps qu'ils ont levé du taillis, ils ont fait émerger des bois moyens, puis des gros bois. Et depuis 1998, il y a une augmentation de 5% du volume de gros bois. Ce qui est intéressant au-delà du chiffre de 5%, c'est surtout que tout ce qui sort est joli quasiment, maintenant. Puisque c'est bien le travail qui a été fait patiemment depuis 20 ans, c'est que quitte à faire sortir quelque chose doucement, autant que ça soit du joli qui sort. Et c'est ce qui sort de l'analyse. Dans les forêts 4 et 5, la quatrième étant très appauvrie, et c'est du chêne, la cinquième étant une futée jardinée de sapins épicéas, on retrouve quand même des ratios un peu similaires, avec 10, 11, 12% du nombre de tiges dans les gros bois, que les gros bois, et par contre 37% du volume dans la forêt 4, et 54% du volume dans la forêt 5. Pour information, la forêt numéro 4, il y a encore 30 ans, 20 ou 30 ans, je ne me rappelle plus, vous le lirez vous-même, c'était 13% du volume dans les gros bois. Donc il y a vraiment eu un travail de concentration de la qualité dans les diamètres et des diamètres dans la qualité. Si j'exprime ce même schéma en nombre de tiges, on inverse les choses. Les gros bois se retrouvent en haut et les petits bois se retrouvent en bas. Ça illustre bien non seulement la concentration dans les gros bois, mais ça veut dire l'inverse. Dans les forêts numéro 1 et 2, les perches et les petits bois représentent bien 60 à 65% du nombre de tiges, par contre pour un volume évidemment très minoritaire. Donc en fait, il y a la relève, elle est là, elle est plus ou moins en attente et on la travaille en parallèle du reste. Et y compris dans les zones où on a sablé du taillis depuis 15 à 20 ans, on a réussi à maintenir quand même un stock de perches et de petits bois.
Dans la forêt numéro 3, ce qui illustre ce principe, c'est le passage à la futée, c'est-à-dire le passage des bois de la catégorie 15 à la catégorie 20. C'est-à-dire, en gros, le recrutement à l'arrière du peloton, quoi. Bien, ce recrutement-là, il est passé de 1,7 tiges par hectare et par an à 3,6 dans les 30 dernières années, tout en travaillant le système comme je vous l'ai présenté. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tout se fait en même temps. Il n'y a pas des sectorisations par parcelle. Et dans la 5e forêt, la futée jardinée, on a bien 10% du volume simplement qui est concentré sur un tiers des tiges, dans les petits bois. Donc ce pool-là, il est très important et c'est quand même une des différences fondamentales avec les traitements surfaciques. Ces petits bois-là, au bout d'un moment, ils sautent dans un certain nombre d'autres systèmes de production. Alors que nous, ils sont toujours là. Si je devais faire une synthèse un peu transversale d'éléments principaux de principe, on retrouve partout la gestion et l'amélioration de l'existant. En gros, on fait avec ce qu'on a. On ne bouleverse pas drastiquement les dynamiques et on les travaille par petites touches. Sauf que d'une petite touche à l'autre, quand vous analysez ça sur 30, 40 ou 50 ans, et c'est ce que se refuse à faire un certain nombre de nos détracteurs, eh bien finalement, d'une petite touche à l'autre, vous avez tout changé, tranquillement. Et c'est ce qui se passe dans la forêt 1, par exemple. Il y a des enrichissements non négligeables, qui sont importants, qui ont 3 fonctions principales, soit d'augmenter la productivité générale du système, par exemple du Douglas, dans des secteurs par petite poche, par placeau, de gérer quand même des problématiques qui sont autres que le mode de traitement, à savoir celle de la surdensité en cervidés, par exemple, qui mange du chêne, pour faire hyper schématique. Donc du coup, on en plante, quand même parce qu'on en veut un peu. Ou alors d'améliorer la diversité du nombre d'espèces, en rajoutant des choses qui sont dans le cortège, mais qui ont un peu du mal à sortir. Voilà les 3 principales fonctionnalités de ces enrichissements. Dans la 2e forêt, cette chose-là, elle est illustrée par la présence de 24 essences feuillues sur les 6000 hectares, c'est vrai que c'est grand, hein. Mais au final, ces 24 essences feuillues sont à 90% potentiellement des essences de production. Et on ne tient surtout pas à diminuer cette proportion-là, à les cadrer à 2-3 essences. Dans la forêt 4, par exemple, ce qui illustre l'amélioration, c'est la proportion de gros bois de qualité AB qui est passée de 1 tiers à 50% en 30 ans. Il faut toujours garder en tête ces notions de 20, 30, c'est ça, on travaille à 20, 30, 40, 50 ans, il ne faut pas l'oublier. De la même manière que M. Schütz, que M. Barthaud nous ramenait à l'échelle spatiale, il faut qu'on se ramène à l'échelle temporelle. Si vous analysez les résultats des forêts à l'aune des 5 prochaines années, c'est même pas la peine qu'on discute. On sait très bien ce qu'il faut faire. Si on veut les regarder à l'aune de 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans, évidemment, là, ça change toute l'analyse. Et c'est bien ça qu'on a fait nous. Dit autrement, plus on avance et plus on est crédible. Voilà, il fallait juste qu'on ait les T0 pour pouvoir aujourd'hui vous en parler. Dans la futée jardinée, on avait 15% de qualité B en 94, aujourd'hui c'est plus que 5%. Alors ils n'ont pas été sabrés parce qu'ils étaient moches, on les a enlevés parce qu'ils gênaient quelque chose de mieux qu'eux. S'ils avaient été sabrés parce qu'ils n'étaient pas beaux, ce ne serait pas 5%, ça serait 0. Donc en fait, dans cette forêt, qui est pourtant travaillée comme ça depuis très longtemps, il y a encore des bois de qualité B. Mais il est quasiment sûr que si on va aller regarder, c'est des bois qui gênent personne de plus joli qu'eux autour d'eux. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, la valeur de consommation, elle a quand même augmenté de 20%, enfin 18%, en 20 ans. Alors que c'est une forêt qui est déjà travaillée depuis un sacré moment. Le mélange d'essence et la structuration verticale, c'est aussi des choses qu'on retrouve dans ces 5 forêts-là. Ça a à la fois des objectifs et des conséquences positives de la gestion individualisée de la qualité, quelles que soient les essences. L'intérêt du mélange d'essence, c'est qu'il offre une plasticité globale très importante, écologiquement pour ceux que ça intéresse et économiquement pour ceux que ça intéresse. Et puis les deux pour nous. La structuration verticale, elle, de mon point de vue, donc la structuration verticale, c'est le fait que tout le monde mange à tous les étages, hein, c'est le fait que la photosynthèse se fasse non pas de manière monostrate, mais pluristratifiée. Ça a un corollaire économique très simple, c'est qu'en fait, ça maintient l'accroissement courant commercial à un bon niveau. Voilà. Y compris si on a un capital qui globalement est un peu plus faible. Et donc, on peut prélever à l'intérieur de cet accroissement qui est soutenu. Et en fait, on le voit à l'analyse des chiffres d'accroissement courant commerciaux de ces forêts. Vous voyez qu'il y a des choses qui poussent moyennement vite, hein, 3,3 mètres cubes par hectare et par an, c'est de l'accroissement courant commercial, ça. Hein. Jusqu'à 9. Donc du chêne sur du sable, c'est 3, et puis du sapin dans le deuxième plateau du Jura, c'est 9. Mais quel que soit l'accroissement courant dont on parle, en fait, ces accroissements courants, ils sont réalisés en termes de prélèvement à hauteur de 85 à 90% depuis 10, 20, 30, voire 40 ans. Bon, mais ça, c'est un peu le juge de paix de ce qu'on fait. C'est clair qu'on coupe du bois dans ces forêts-là, tout en les maintenant en termes de fonctionnalité et en les améliorant en termes de valeur. Ça, c'est important. Il faut juste dire que, par exemple, la réalisation dans les forêts numéro 2 et numéro 4, qui étaient un peu plus pauvres,
ne s'est faite qu'à partir du moment où le capital était reconstitué, bien entendu. Voilà. Il y a un moment où on transite entre quelque chose d'un peu pauvre, qu'on amène à l'équilibre, et puis ensuite qu'on fait tourner. Voilà. La diminution des coûts, c'est également quelque chose qui revient dans toutes ces forêts-là. Bon, c'est une conséquence positive de la manière dont ça se pratique. La régénération naturelle est le principal mode de renouvellement choisi. Et par contre, on cible les travaux à des moments clés, notamment au stade du fourré, donc entre 50 cm et 3 mètres de haut. C'est là qu'on dose souvent les essences, quand il y a des mélanges. En particulier, tous les mélanges où il y a du chêne. Si on veut trouver un peu du chêne, c'est souvent à ces moments-là qu'il faut travailler. Et par contre, on ne s'interdit absolument pas, et même on est assez proactif là-dessus, d'enrichir ponctuellement et de manière opportune le milieu, avec les 3 raisons que je vous ai données tout à l'heure: améliorer un peu la productivité globale du système, diversifier les essences, ou bien aider des essences qui sont un peu en danger du fait d'un déséquilibre, entre autres, avec les cervidés. Ça se retrouve dans l'analyse de ces forêts-là, puisque dans les forêts 1 et 2, par exemple, il y a eu 40% de moins de plantations en 30 ans, et carrément plat de plantation dans les 25 dernières années sur les 6000 hectares, c'est quand même pas rien en termes de diminution des coûts, surtout si vous actualisez ces coûts. Si vous ne les actualisez pas, évidemment, dans le temps, c'est un peu moins important. Par contre, donc, dans la forêt numéro 1, par exemple, les frais sylvicoles ont été divisés par 4 en 30 ans. Et aujourd'hui, c'est 20 minutes par hectare et par an, en moyenne, lissées sur les 4500 hectares de cette forêt. Dans les forêts 3, 4, 5, on retrouve des chiffres un peu généraux, pareil. Les frais de travaux sylvicoles, que ce soit dans du chêne ou du sapin, voilà, sont aujourd'hui équivalents à 6 à 10 euros par hectare et par an. La réalité, c'est que quand même dans la forêt numéro 4, il a fallu constituer ça. Il y a eu toute une phase où ces travaux étaient plus importants, parce qu'il fallait sortir un petit peu la qualité de la pauvreté de départ. Donc pendant longtemps, il y a eu des bilans des bilans généraux négatifs dans cette forêt-là, qui sont devenus positifs aujourd'hui, entre autres parce qu'on a fini de sabrer dans le bois de chauffage et qu'on commence à récolter du bois d'œuvre, mais aussi beaucoup parce qu'on a diminué les coûts. Voilà. Ensuite, suivre et contrôler la gestion. Partout, il y a des inventaires et des placettes. Remarquez, vous me direz, c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on les a choisis, ces forêts. Donc forcément, on les retrouve, ces inventaires. Ce qui est plus intéressant à voir, c'est que, bon, il y a plusieurs systèmes d'inventaire. Il y a 3 des forêts qui ont des inventaires par placette permanente, et 2 des forêts qui ont des inventaires en plein, avec la méthode du contrôle. Une qui mixait un peu les deux, en plein d'abord et placette permanente ensuite. Ce qui est plus intéressant d'analyser, c'est que ces inventaires, ils nous permettent de vérifier un peu ce qu'on est en train de faire. Et il y a 2 critères qui sont clés, c'est quelle est l'évolution de la valeur de consommation, c'est-à-dire de la valeur commerciale à l'instant T de ma forêt, et quelle est l'évolution de la valeur potentielle, qui vous sera expliquée mieux par mes collègues, mais globalement qu'on peut définir comme la valeur de la génération qui est en train d'arriver. Voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas de valeur commerciale, mais demain, ça en aura une. Quelle est sa valeur aujourd'hui? C'est ça la valeur potentielle. Et bien en fait, dans toutes ces forêts-là, les voyants sont ouverts sur ces 2 valeurs-là. Ça veut dire qu'à la fois, on est en train de récolter du bois, tout en améliorant la valeur de ce qui est commercialisable dès aujourd'hui, et en préparant l'avenir de ce qui sera commercialisable demain. Quand tout ça c'est dit, globalement, on plie les gaules, et puis on rentre chez nous. Quoi. Voilà. Mais c'est bien ce qui se passe dans ces forêts références, qui sont effectivement un peu les plus jolies de ce qu'on a à vous montrer. Et vous voyez que les valeurs, bon, c'est des valeurs de potentiel de plus de 8000 €. Il y en a qui sont en hausse de plus de 20% en 10 ans, c'est des valeurs intéressantes. Vous avez tous les détails dans les fiches. Au-delà de toutes ces choses-là, très sylvicoles, très dendrométriques, très économiques, il y a plein d'autres fonctions qu'on a essayé d'analyser au mieux dans ces forêts. Il en ressort une, clairement, comme une priorité pour tout le monde, c'est la chasse. La chasse est une priorité d'usage dans toutes ces forêts-là, qui amène des revenus annexes non négligeables, mais quand même inférieurs à la valeur de bois. Par contre, dans toutes ces forêts, on a des déséquilibres préoccupants avec les cervidés, entre autres. Les cerfs quand ils existent, et puis les chevreuils, qui existent partout. Et ce déséquilibre, on le gère à peu près comme on peut, dans chacune de ces forêts, en augmentant les camps de chasse, voilà, en mettant des enclos-exclos pour essayer de discuter de manière plus objective avec les chasseurs, avec des zones qui sont non perturbées. Et parce que la problématique, elle est moins sur l'abrutissement en quantité que sur la réorientation du mélange d'essence. C'est-à-dire que ça va manger préférentiellement certaines essences, et alors dans la logique de mélanger tout ça pour avoir une plasticité globale, ça ne fonctionne plus, ça enraye le système. Et comme on n'en est pas encore à réintroduire des loups et machin, eh bien on se débrouille avec ce qu'on a. Vous savez tous les difficultés qu'on peut avoir à discuter. Voilà. Là on rentre dans l'humain, ce qui est la chose la plus complexe, mais pour autant c'est quand même quelque chose de très préoccupant. C'est presque un des freins principaux au développement de ce qu'on raconte dans les prochaines décennies. Voilà. Il faut qu'on y fasse très attention. Vis-à-vis des tempêtes, on a essayé d'analyser un petit peu comment ces forêts se comportaient.
Et finalement, on a trouvé que les impacts existaient, bien sûr, mais ils étaient assez dilués. Dans la forêt numéro 1, je vous rappelle qu'elle fait 4500 hectares, elle a été bousculée par 2 tempêtes, peut-être même 3, si je me bonne souviens, c'était avant 84. Et en fait, c'est 2 à 3% du capital global de cette forêt qui a été bousculé par les tempêtes. Et la trouée maximale sur 4500 hectares, c'était 2,5 hectares. Et c'était une jeune plantation d'épicéa, mono-spécifique de moins de 30 ans. Dans les forêts numéro 4, pareil, qui fait 300 hectares, il y a 3,25 hectares qui ont été touchés en plein. Le reste, ça a été touché de manière plus diluée. Bon, mais du coup, de manière opportune, on a replanté ça en feuillu par placeau, comme vous savez voilà, qu'on fait aujourd'hui. Dans la forêt numéro 2, la tempête de 99, elle a donné des réflexions différentes. C'est que le hêtre s'est effondré en termes de marché, malheureusement. Et du coup, la présence de ces autres essences de production a permis d'enrayer une partie de cette baisse-là, pas toute évidemment, hein, ça serait trop beau. Mais malgré tout, le fait qu'il y ait d'autres essences, ça a permis, sur des laps de temps un peu longs, de tamponner une partie de ces trucs-là. Donc c'est intéressant aussi de constater la plasticité économique de ces systèmes-là, en particulier du mélange d'essences. Évidemment, il faut fabriquer du beau bois, sinon ça n'a pas trop de sens. Pour faire du papier, vous pouvez broyer plus ou moins tout ce que vous voulez. Faire de la menuiserie en merisier, il faut du merisier de menuiserie. Pour ce qui concerne l'écologie au sens général, pas l'écologie disons spécifique, mais l'écologie systémique, on a une intégration un peu de fait de ce qu'on raconte dans les principaux enjeux qui nous sont proposés ou opposés. Avec la présence d'une trame de gros bois constante, on a constamment un peu de gros bois partout, donc forcément, si c'est ça qui est intéressant écologiquement, il y en a toujours un peu partout. Finalement, on s'accommode assez bien de la présence de Natura 2000, bon, des univers qui ne sont pas super contraignantes, de réserves naturelles. Dans la forêt numéro 2, il y a même un suivi des arbres bio, qui indique une valeur quantifiée et qui sont aussi qualifiés. Dans les forêts 3 et 4, il y a des placettes à filles qui ont l'avantage d'avoir un suivi des micro-habitats dans les feuillus et aussi une quantification et une qualification du bois mort. Et il faut qu'on reconnaisse humblement qu'on en manque de bois mort, y compris dans les forêts qui sont traitées comme on le dit depuis longtemps. On sait que c'est un compartiment de la biodiversité et de la fonctionnalité du système qui est un peu en manque, en particulier dans les grandes dimensions. Et quel est le meilleur système pour créer du gros bois mort? C'est celui où il y a d'abord du gros bois vivant, parce que par définition, on ne fabriquera pas du gros bois mort avec du petit bois vivant. Et toutes ces forêts-là, elles ont un intérêt vis-à-vis de la diversité, c'est que malgré tout ce qui a été dit, évidemment, on tronque les 3/4 de cycle naturel en termes de temporalité. Par contre, malgré tout, on est ceux qui s'approchent le plus d'une certaine ancienneté dans la couverture. Dans la couverture de paysagère et forestière. Donc d'une certaine maturité, si j'ose dire. En tout cas, le jour où on en aura besoin d'aller vers le cycle complet, c'est nous qui serons le plus proches de ces cycles-là, évidemment, comparativement à d'autres choses qui se remettent à zéro tous les 30 ou 40 ans. Vis-à-vis des paysages, et je crois que j'en reviendrai là-dessus, il y a une couverture forestière continue et du coup les interventions douces sont finalement assez bien acceptées socialement. On a peu ou pas de grogne sociale et c'est aujourd'hui un des points qui va à mon avis devenir de plus en plus crucial. Il y a une progressivité dans la constitution du capital aussi qui amène des paysages maintenus. Et on a aussi analysé pour la première forêt que les 20 à 25 000 m3 de bois qui annuellement sortaient de cette forêt-là correspondaient à la pérennisation ou la création de 40 emplois locaux. Alors locaux, c'est 100 km de distance autour de la forêt. Bon, voilà. C'est ça qu'on a défini comme locaux. Donc dans la gestion, dans l'exploitation, dans le transport et dans la première transformation. On s'est arrêté à l'analyse à la sortie des scieries. Concrètement, en termes de valeur ajoutée, il faudra ajouter tout ce qui arrive derrière dans le bois d'œuvre. On ne l'a pas fait parce qu'on considérait que c'était vraiment l'aval de la filière. Voilà pour ce qui est de la synthèse des forêts de référence. Je pense que j'ai fini. Je m'excuse du temps que j'ai pris et je crois qu'on est à disposition pour vous répondre sur les questions que vous auriez. Merci beaucoup.